Le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations, le groupe du Nigeria. Nigeria, Égypte, Guinée-Bissau et Soudan. Le Nigeria qui a battu l'Égypte lors de cette première journée 1-0. C'est peut-être un des plus beaux matchs qu'on a vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que t'en penses, Raïd? Là, on a clairement l'équipe aujourd'hui la plus en vue dans cette compétition, le Nigeria. Honnêtement, moi, ça m'a impressionné. J'ai vu le match face à l'Égypte. Équipe très jeune. Honnêtement, ils ont vraiment écrasé leur adversaire. L'Égypte qui, habituellement, quand même, dans les joutes africaines, se débrouille plutôt pas mal. Là, vraiment, on a vu un match sans de cette équipe des Pharaons. Aujourd'hui, le Nigeria est clairement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, est clairement le favori pour cette Coupe d'Afrique de ce que l'on a vu. Des joueurs qui sont extrêmement rapides, très toniques, à l'image de Chikwueze qui avait déjà fait une CAN 2019 assez intéressante. Je crois qu'il joue à Villarreal, ce joueur. Il joue à Villarreal avec Emery. Très dynamique. C'est des joueurs qui sont petits, très vifs. Et ça change en fait des Nigériens qu'on avait à la fin des années 90 où on avait des joueurs qui étaient beaucoup plus physiques, très physiques, grands, très grands. physiques. C'est très surprenant de voir que d'une génération à l'autre, au niveau des silhouettes, les joueurs ont complètement changé. Aujourd'hui, on voit les Nigérians, ils sont très petits, très rapides. Mais ça reste toujours une grande équipe et qui sont toujours là dans Puis dans le ces Nigeria compétitions. qui joue tout le temps en fait. Ils ont beau marquer un but, au lieu de se replier défensivement, ils vont continuer à attaquer. Exactement, c'est ce qui, mon avis, donne des signaux positifs à cette équipe. C'est que lorsque vous marquez, on a toujours tendance à laisser le ballon à l'adversaire. Chose que le Nigeria ne fait pas du tout. Dès qu'ils ont marqué face à l'Égypte, le but c'était de mettre un deuxième. Ils sont pas réussis, mais ils auraient pu. Ils ont vraiment poussé. On avait vraiment l'impression que c'était le Nigeria qui cherchait à égaliser. L'Égypte n'a vraiment été impuissant, tout simplement, durant ce match. Bon, ils se sont rattrapés face à la Guinée-Bissau. C'était très poussif. Ils se sont remis encore à leur star, la star africaine qui est Mohamed Salah. Honnêtement, aujourd'hui, de voir l'Égypte. Après, l'Égypte, ça reste vraiment une exception à la règle. C'est qu'on ne sait pas. L'Égypte peut très bien aller loin, peut très bien la gagner. L'Égypte, c'est vraiment, ils ont un jour sans, ils jouent un jour de gloire. Après, ça reste on sent vraiment qu'ils sont quand même en deçà de ce qu'on a connu clairement. En Égypte. On sent qu'il n'y a plus cette dynamique tactique, physique, où on voyait les Égyptiens pas lâcher. C'est pour ça que je parlais d'envie, justement, juste avant. On sent ils ont moins envie, les joueurs égyptiens. On le sent. Après, on est qu'au premier tour, mais c'est l'impression que me donne l'équipe nationale d'Égypte. C'est très compliqué de reprendre un flambeau d'une équipe qui a gagné 3 fois d'affilée la CAN, qui est pour moi vraiment la plus grande équipe que j'ai jamais vue en Afrique. Entre 2006 et 2010, honnêtement, l'Égypte, c'était ce qui se faisait de mieux. C'était un entraîneur égyptien à cette époque-là. Il faut savoir quand même que ce genre d'équipe, que ce soit par exemple la Tunisie ou l'Égypte, c'est des équipes qui ont vraiment besoin d'un entraîneur qui a la culture du jeu égyptien. Aujourd'hui, quand tu ramènes un Carlos Queiroz, qui est certes c'est un très grand entraîneur, mais est-ce qu'aujourd'hui ce monsieur connaît la culture tactique qu'a l'Égypte? Il les a déjà entraînés en 2017. Oui. Il y a un entraîneur qui est revenu. Quand il y a eu Maroc-Égypte en 8 ans. Par contre, il a été très critiqué sur la composition et sur les changements. Des gros Moi, j'ai eu problèmes. des échos. Après, il y a un joueur face au Nigeria, l'arrière droit égyptien, qui s'est blessé. Il s'est fait les ligaments, je crois. D'ailleurs, il est out pour le reste de la compétition. Mais ça, de toute façon, on l'avait déjà dit. C'est que Salah, en vrai, le Salah qu'il y a à Liverpool, on voit tous les week-ends. Qui est on fire, clairement, c'est pas le même Salah face à l'Égypte. Alors d'accord, c'est pas les mêmes gens autour de lui, mais à un moment donné... Alors c'est pas les mêmes gens autour de lui, il a quand même Enneni juste derrière, avec Amr Souleya, qui sont des joueurs très techniques. On a Moustapha Mohamed qui joue à Galatasaray. Mais on dirait qu'il joue pas le même poste. C'est une très bonne question. Ah, voilà, ça c'est une très bonne... ce que tu viens de dire, c'est très bien. Réflexion, je trouvais le mot. Je vais chercher le mot plutôt. Effectivement, il joue pas le même poste, Mohamed Salah. J'ai l'impression qu'il joue... Non, pas du tout. Il est sur le flanc droit avec Liverpool. Là, on l'a vu en électron libre, quoi. Il revient en défense. Plutôt numéro 10, c'est un espèce de meneur de jeu qui tourne autour de 10. Parce qu'en tant que leader dans cette équipe, c'est à lui de... Voilà, donc en gros, on lui donne des responsabilités qui, à mon avis, portent plus préjudice à l'équipe qu'autre chose. Parce qu'on le voit très bien aujourd'hui, Salah en Égypte, c'est un fantôme en fait. Ok, il a des fulgurances parce que voilà, techniquement, il est au-dessus des autres. On l'a vu contre la Guinée-Bissau avec son but. Bon, il qualifie quand même l'Égypte à la dernière Coupe du Monde. Mais comme en 2017, c'est Salah qui ramène l'Égypte en finale. Mais l'Égypte en 2017, c'est très très moyen. C'est très moyen. Mais on avait Salah, il y avait Salah à ce moment-là.
qui faisait des différences en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça marque un point essentiel, c'est que en Afrique, hormis le combat physique, la rigueur tactique, il y a aussi cette question vraiment de cohésion et d'envie. En Afrique, au niveau de la CAN, ça peut pas fonctionner. Il n'y a pas cette cohésion à l'image du Sénégal, qui a des joueurs terribles, mais aussi cette envie. Et si tu trouves justement un mélange des deux, si tu arrives à passer cette mayonnaise et une osmose, et ça c'est à l'entraîneur de le faire, et là tu as une équipe qui devient redoutable. Après, je vais aller plus loin. Quand on remarque bien aujourd'hui, les Égyptiens s'ouvrent à l'Europe. Et paradoxalement, quand tu as des joueurs aujourd'hui qui s'ouvrent à l'Europe, ils reviennent en sélection, ils sont peut-être moins performants. Quand on regarde l'équipe de 2006 à 2010, c'est 90% des joueurs ils étaient issus du championnat égyptien. Exactement. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu as des joueurs comme Mohamed Mustafa, Mohamed Salah, El Ghazi, qui jouent en Arabie Saoudite, mais qui jouent à West Bromwich à l'époque. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a leur attaquant qui joue aussi à Stuttgart. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent en Europe. Et paradoxalement, quand ils arrivent en fait en équipe nationale, peut-être qu'ils ont moins cette flamme qui fait qu'ils avaient envie de gagner quelque chose avec l'équipe nationale. C'est surtout qu'avant, ça se basait beaucoup sur les équipes locaux. Ils peuvent toujours se le permettre parce que El Ali reste El Ali, Zamalek également. Ouais, exact. Parce que si tu vois aujourd'hui l'équipe de l'Égypte de cette année ou d'il y a 2 ans et celle d'il y a 10-12 ans, il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui qui sont en Europe qu'à l'époque. Et pourtant, celles qui jouaient à l'époque avec que des joueurs issus du championnat égyptien, elles raflaient tout en fait, et facilement. C'était pas poussif, ils écrasaient tout le monde. Donc peut-être que ça leur fait défaut au final d'avoir des joueurs qui jouent en Europe. Mais ça, maintenant, on n'est plus surpris. Je pense qu'on a tous l'expérience, au moins depuis 2-3 CAN, où on voit justement des joueurs, l'image de Belaïli par exemple, qui était issu du championnat local, qui s'affirme plus en Coupe d'Afrique des Nations qu'un Riyad Mahrez ou un joueur qui joue dans des top clubs en Europe. Et ça, c'est jouer en Europe ne veut pas dire revenir en sélection avec. Tu peux jouer dans des équipes africaines et être aussi performant. Exact. L'Égypte aujourd'hui, elle a 7 CAN. Ces 7 CAN, elle doit à ses joueurs locaux. On en parlait précédemment. Je vais rebondir sur la Tunisie. Issam Jema qui était. Je ne vais pas dire stratosphérique, mais qui avait des stats incroyables avec l'équipe nationale de Tunisie. D'ailleurs, ça reste toujours le meilleur buteur historique de l'équipe nationale. À Lens, Auxerre, il était même pas titulaire. Il a eu le ballon de plomb. Il a eu le ballon de plomb. Il jouait un match sur 3, un match sur 4. Et pourtant, quand il venait en équipe nationale, même quand il jouait des amicaux contre l'équipe de France, il les torpillait. Tu vois, tu as des joueurs comme ça. C'est spécifique à toutes les sélections nationales. C'est un second souffle. Mais encore plus en Afrique. Leur club, c'est la sélection. Mais encore plus en Afrique, je trouve. Il y en a, d'ailleurs, on en parlait. Pour reprendre l'exemple de Belaïli, Belmadi, à une conférence de presse, il t'expliquait que tu avais des présidents de clubs qui l'appelaient en lui disant « Mais je comprends pas, il joue pas comme ça chez nous. » Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Et Belmadi qui leur répond « Ouais, mais moi, chez moi, il fait le taf, il est là. » Mais tu comprends ce que je veux dire? Des joueurs de sélection, t'en as partout. Giroud, quand il vient en équipe de France, à l'époque où il y avait encore le problème avec Kabenouévé, il était remplaçant à Chelsea. Et pourtant, il venait, il faisait le taf, il plantait. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et dans toutes les sélections, tu vas trouver 1 ou 2 joueurs qui sont pas performants, mais qui apportent au groupe. Tu vois, dans leur performance, dans leur cohésion, dans leur vie de groupe, tout simplement. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, même pour l'avenir, pour les sélectionneurs, afin de baser leur effectif aussi sur ça. Parce que c'est un paramètre important. Mais Rami, pourquoi il le prend, même si c'est Koscielny qui se blesse à la fin? Oui, il ne le prend pas pour le mettre titulaire. Il le prend parce que voilà, c'est un bout en train. Moi, je parlais surtout en Afrique. Ouais. En Afrique, le souci aussi, il y a ce complexe. Il y a ce complexe, et ça, il faut en parler. Le complexe du joueur qui joue en Europe. Même s'il vient en sélection, il est nul. Ça, c'est vrai. Il viendra toujours. Parce qu'il joue à Liverpool, parce qu'il joue à Bordeaux, parce qu'il joue à Marseille, peu importe. Et ça, ce problème-là, on a eu Vaïd, je pense pas que c'est à cause de ça, qui n'a pas convoqué Ziyech et Belanda, mais je pense que Vaïd, il en a rien à faire de ça. Non, mais Vaïd, il a pas, tu sais, s'il devait convoquer tous les joueurs marocains évoluant à l'étranger, ça serait compliqué, parce que si tu remarques, il n'a pas pris Aroui, là, qui fait des bonnes entrées avec Sassuolo, le club de Lopez, Maxime Lopez, l'ancien de l'OM, il n'a pas pris Sofiane Keane à Venise en Serie A. Je vais rebondir dessus, parce que Vaïd, il était précurseur. Il n'a pas pris Belanda, là, qui a marqué dans le derby face à Fenerbahçe, où tu le vois... mais pourquoi?
avec une grinta pareille. Il n'a pas pris Younis Abdelhamid, le capitaine de Reims. Il n'a pas pris Zouer Fedal qui joue la Ligue des Champions avec le Sporting. En tout cas, tu vois ce que je veux. Non, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné. Vaïd était précurseur parce qu'il l'avait déjà fait avec l'équipe nationale d'Algérie. C'est lui qui lance Slimani. Après, c'est une façon de voir les choses aussi aujourd'hui. Et Djabou. C'est lui qui avait dit à un moment donné, bon, les stars, on va les mettre de côté parce qu'ils apportent rien. Bout de boost, tout ça. Voilà, on va les mettre de côté et on va les chercher dans le championnat local. Et c'est ce qui s'est passé avec Slimani et Djabou, par exemple. Moi, je suis pas d'accord parce que je me rappelle très bien de cette Coupe d'Afrique 2013 où Ali Lodik n'a pas convoqué Belaïli et Djabou parce que justement, Vaïd. Moi, je parlais de la Coupe du Monde, 2014. Moi, je parlais de la CAN 2013. S'entêter à ne pas vouloir jouer avec des joueurs qui évoluent en Afrique. Il y avait eu la polémique parce que l'Algérie s'était fait éliminer dès le premier tour. Mais il y a eu un changement. On l'avait reproché de ne pas avoir pris Djabou et Belaïli. Mais t'es d'accord qu'il y a eu un changement radical après en 2014 Bien sûr. Slimani le dit, même à travers les médias, il le dit à 90%. J'ai cette carrière grâce à... Attends, excuse-moi Anis, pour rebondir sur ce que tu me dis, Slimani, sur ses déclarations. Slimani, il est un peu jugé parti quand il dit ça. Il le fait pas sans arrière-pensée, je pense. Parce que lui, c'est un mec du bled qui joue en Europe. Donc, il prêche un peu pour sa paroisse, si tu veux, quand il parle des joueurs qu'il faut pas prendre à l'étranger. Mais c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant un Mahrez dit ça, ou si un Mendy dit ça... Mais Mahrez, il peut pas le dire parce que c'est pas son vécu. Et Slimani, clairement, si c'était pas Vaïd qui l'avait lancé, ça se trouve, il jouerait pour revenir à l'Égypte, les amis, pour revenir à l'Égypte. Mais c'est pas dénué d'intérêt quand il dit ça. Voilà, on va y venir, l'Algérie, on a beaucoup de choses à dire, bien évidemment, par rapport au match d'hier. Pour revenir à l'Égypte, est-ce que le fait de prendre des joueurs qui jouent dans des clubs européens et aujourd'hui les ramener en sélection, on a moins cette fluidité au niveau du jeu égyptien qui fait qu'on a une baisse de leur niveau. Pour moi, oui. Bien sûr. Après, par la force des choses, il faut les prendre. Mais clairement, on le sent. Il y a une moins bonne cohésion parce que forcément, quand tu joues avec, je sais pas, je donne un exemple, 6 joueurs de l'Ahli et 4 joueurs du Zamalek qui jouent tout le temps ensemble, qui se rencontrent, la cohésion, elle est totalement différente que si tu ramènes un mec. Parce que tout à l'heure, je rebondis, mais tu disais, il joue à l'étranger, mais t'as des hommes d'affaires égyptiens qui ont acheté des clubs comme Hull City, bien sûr, tu vois. Il y avait Mohamedi, l'arrière latéral, qui a ramené beaucoup. Hegazi, avant d'être en Arabie Saoudite, il jouait à la Fiorentina aussi, tu vois. Il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque, tu avais le Zamalek et le Ahly. Aujourd'hui, il faut rajouter à ça le Pyramide. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des joueurs qui venaient de telle équipe ou telle équipe. Là, tu peux en rajouter une troisième. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont un peu éparpillés. Ce sera beaucoup plus facile avec un entraîneur local. L'Égypte qui connaît bien le championnat égyptien. Avec Hassan Shahata, non, mais c'était ce qui avait réussi parce qu'ils avaient fait. Oui, mais ils avaient Olsem El Badri, qui est le plus grand entraîneur égyptien. Qui était très critiqué. Qui avait fait ses preuves avec l'Al, qui a gagné des Ligues des Champions. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, effectivement, avec lui. Mais à un moment donné, je pense, pour moi, que l'Égypte devrait absolument recruter un entraîneur égyptien. Alors, est-ce qu'ils en ont un sous le coude? Mais le niveau, je sais pas. Ce que je comprends pas, c'est que c'était le président Sassi, justement, qui était intervenu lors des dernières rencontres... lors des dernières rencontres de l'Égypte, qui s'était fait éliminer avec un coach étranger, je sais plus qui était le coach avant Kéros, et qui avait dit c'est terminé maintenant, on prendra plus de coach étranger. Et on prendra un Égyptien. Et au final, ils ont ramené Kéros. Mais Kéros... je pense que c'est un choix un peu dans l'urgence. Si vous voulez, Kéros, son objectif, c'est pas la CAN. C'est clairement dit par la fédération. Il a dit de toute façon en conférence de presse. C'est la Coupe du Monde. Si l'Égypte ne va pas en Coupe du Monde, c'est bye-bye pour Kéros. Et c'est inscrit sur son contrat. La CAN, c'est que du surplus. Donc c'est peut-être aussi pour ça... ça fait beaucoup de bruit ce qu'il a dit. Ça fait beaucoup de bruit, sachant que à l'époque, Kéros était en concurrence avec un certain Hossam Hassan, qui était un très grand attaquant égyptien. Et puis quand on t'envoie ce message, nous on s'en fout de la CAN, on veut que la Coupe du Monde, mais inconsciemment les joueurs ils sont pas motivés à la gagner. Exactement. En fait, et c'est inscrit dans son contrat. Le président a donné sa ligne directrice, le président de la fédération a dit nous c'est la Coupe du Monde. La CAN, bien évidemment, si on peut faire quelque chose. Un grand pays comme l'Égypte se doit d'aller en Coupe du Monde. Bien sûr. Cette Coupe d'Afrique et tu vas jamais. Ça faisait depuis 90, 2018, ça faisait 28 ans qu'il n'avait pas joué une Coupe du Monde d'Égypte. C'est trop pour une équipe qui a cette Coupe d'Afrique. Ce qui est étonnant, c'est que l'Égypte, son premier match contre le Nigeria, on les a sentis même physiquement en retrait. Exactement. Après, c'est ça qui m'inquiète. Comme on l'a dit, il y a des joueurs qui jouent en Europe. Je pense qu'il y a à mon avis un manque de motivation.
Ils rejouent leur dernier match là, face au Soudan, qui à mon avis va être quand même très... Le Soudan, c'est une elle a changé d'équipe. Ils ont gardé 6 titulaires, toi qui a dû regarder les matchs Maroc-Soudan. C'est absolument pas les mêmes joueurs, je crois. Il y en a l'entraîneur deux est parti. Voilà, c'est que des petits jeunes. Ils ont gardé 6 titulaires. Et ça joue. Ça joue, je suis très surpris. Parce que les anciens Soudanais, c'était des coupeurs de. Exactement. Des vrais là, c'est plutôt on va dire des joueurs un peu plus techniques. Tonique et tout sur leurs appuis. J'étais très surpris par cette nouvelle équipe. Après, attention, parce que à mon avis, l'Égypte va finir deuxième de ce groupe et affrontera le premier du groupe de l'Algérie, qui à mon avis ne rencontrera pas au final l'Algérie. Moi, je pronostiquais un Algérie-Égypte en huitième. Au final, on va être loin de tout ça. Peut-être un Côte d'Ivoire. Ça peut même au final arranger l'Égypte, tout simplement, qui à mon avis n'a pas envie de rencontrer une équipe maghrébine. Donc je pense que ça fera les affaires des Égyptiens de ne pas rencontrer l'Algérie, mais plutôt la Côte d'Ivoire ou peut-être la Sierra Leone ou la Guinée équatoriale. En tout cas, le Nigeria emmené par Iheanacho, pour l'instant, on va dire que c'est l'équipe à suivre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, clairement. Équipe, pour l'instant, l'équipe du premier tour. Mais ça ne veut rien dire en soi. Sûr. On l'a bien vu en 2017 avec la Tunisie, qui était pour moi au premier tour la meilleure équipe. Qui s'est fait éliminer par le Burkina Faso. Parce qu'en confrontation directe, et pour rappeler ce que disait Fater, c'est ça la magie aussi de la CAN, c'est qu'il y a des imprévus incroyables. Le Nigeria peut tout pulvériser, arrive en 8e et se fait sortir. L'Algérie en 2019 qui était la meilleure en phase de groupe, qu'elle a gagné. C'est un Nigeria qui peut compter sur ses supporters, c'est important ça aussi. Oui, ils sont pas très loin. Et le Nigeria qui joue sans leur attaquant phare, Osimhen. Exactement. Et qui malgré tout fait bonne figure. On n'a pas parlé aussi de la Guinée-Bissau qui est plutôt solide et qui peut finir dans les 3 meilleurs, dans les 4 meilleurs troisièmes. Tout comme le Soudan. Ils ont un point chacun. Tout comme le Soudan, je pense que ça passera pas. Je pense pas. Par contre, la Guinée-Bissau, je pense qu'ils ont les moyens de faire un 8e de finale. À mon avis, celui qui va prendre la Guinée-Bissau, ça va être compliqué. Le Nigeria qui a de grandes chances de terminer premier peut tomber contre qui ? Alors le Nigeria tombera. Un meilleur troisième. Un des meilleurs Et troisièmes. le deuxième de ce groupe qui peut être l'Égypte peut tomber contre qui ? Un deuxième. On va parler du groupe un deuxième. Ça sera l'Algérie ou la Côte d'Ivoire ou la Guinée équatoriale. Rien n'est fait dans ce groupe et ça tombe bien parce qu'on va parler, il me semble, du groupe E. Exactement. Là, on a terminé avec ce groupe et on va passer au groupe E.